Ça fait un moment que j'aimerais me lancer dans les lives. Bien évidemment, pour ce faire, il faut un stream deck. Et aujourd'hui, en bon coq que je suis, je n'ai pas su résister à l'envie de me lancer un défi. En fabriquer tout simplement. L'idée était simple, créer une interface modulaire, esthétique, qui réagit comme je veux. Un deck, mais qui ressemble à rien d'autre. Et qui me donnerait le contrôle total pendant un stream. Pour la fabrication, au début, je voulais quelque chose de blanc, épuré et rappelant une station orbitale. Je l'ai donc appelé l'Overdeck Orbit. 5, 4, 3, 2, 1. All engine running. Imagine ton ISS, mais avec une finition de Mercedes classe S. Magnifique. Le nom final serait donc l'Overdeck Orbit XL édition artisan, parce que ce n'est jamais assez long. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Installe-toi confortablement, prends un verre d'eau et accroche-toi un harnais, parce que je n'appelle pas ça le projet Orbit pour rien. J'ai pensé à vous, oui, ça m'arrive. Et comme je sais que les soudures, ça fait peur à certains, je vous rassure tout de suite, ce projet est certifié 84% sans soudure. Pourquoi 84%? Parce qu'il n'y a pas de soudure pour les molettes. Et donc, à moins que tu aies le bon composant, ce qui n'a pas été mon cas, va falloir que tu soudes. Je voulais 15 touches et 3 molettes. Donc, il me faut, roulement de tambour, 15 touches et 3 molettes. Bravo Einstein. J'ai utilisé les Switch Piano Pro de chez ACO, ainsi que des encodeurs rotatifs. Les ACO, parce qu'ils sonnent extrêmement bien, mais surtout parce qu'ils sont précis et peu profonds. Ça veut dire que je peux les monter facilement dans mon boîtier imprimé avec un ressenti de dingue. Pour ce genre de projet, en plus, t'as pas beaucoup de latence et pas de rebond foireux. 5 broches sous un norme MX qui est à peu près 80% du marché, donc c'est nickel. Un encodeur, c'est une molette qui tourne à l'infini dans les deux sens. Et qui a un clic intégré, super utile. Je peux régler le volume et ajouter un mute en appuyant, combo gagnant. Pourquoi pas un potard classique, genre potentiomètre? Déjà, le potentiomètre a une course limitée, il ne tourne pas en continu. Et surtout, l'encodeur rotatif donne des impulsions digitales à chaque cran. C'est donc bien plus facile à gérer en code pour détecter un sens de rotation en incrément et décrémenter un volume. Et t'as le clic intégré, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc une entrée physique en plus pour une fonction comme mute, par exemple. Et pour piloter tout ce beau monde, j'utilise une Arduino Micro. C'est le cerveau de ta machine. Il y a plus de 20 pins numériques, dont 5 analogiques que je peux convertir. Et surtout, il est compatible avec un câble Dupont. J'en ai eu 200 avec mes 100 encodeurs, c'est parfait. Pour le boîtier, évidemment, je l'imprime moi-même. Alors, avant d'attaquer le câblage, il faut qu'on parle PCB. C'est la base de mon système sans soudure. PCB, c'est ce que tu as dans ton PC ou dans ton Thermomix. Une plaque de polymère ou de plastique, hein, mais bon, tu es quelqu'un d'assidu sur ma chaîne, donc tu sais ce que c'est qu'un polymère. Sinon, abonne-toi. Avec des composants soudés, des pistes conductrices pour relier le tout, et une couche de vernis. Moi, j'ai pas l'outil pour faire des pistes conductrices. Mais si je creuse une tranchée dans une plaque et que j'insère un fil d'étain, puis que je referme le tout avec une plaque perforée, et ben ça fait ma propre PCB. Et ça, sans dépendre d'un site chinois qui va me facturer comme si c'était de l'or. Grâce à ça, je peux créer un breadboard maison. Oui. Tableau de pain en français, j'imagine que c'est parce que c'est perforé comme la mie de pain. Où je déporte tous mes composants. Et là, on câble. Et je vous explique tout ça avec un schéma. Tout est relié à un broche numérique. Toutes les masses, le négatif appelé GND, sont reliés ensemble. Mais attention, voilà la vraie question. Est-ce que j'ai assez de pins pour 15 touches et 3 molettes sur 20 broches? Spoiler, non. Parce qu'à chaque encodeur, 3 câbles de data, plus le GND, donc le négatif, plus que le 5 volts, donc le positif, ça nous donne 5 câbles par molette. Donc 3 encodeurs x 5 est égal à 15. Ajouter 15 switches, 30 câbles pour 20 broches, ça coince. Mais t'inquiète, ton Raptor a tout prévu. J'utilise ce qu'on appelle un multiplexeur, une sorte de multiprise numérique. Il me permet de connecter jusqu'à 16 entrées à une seule broche de l'Arduino. Parfait pour mes switches. Un multiplexeur, en gros, c'est un circuit qui te permet de sélectionner dynamiquement une entrée parmi plusieurs. Donc ici, le multiplexeur reste la solution la plus simple et propre. Tu utilises quelques pins de contrôle pour dire je veux la touche numéro 6 maintenant, et paf, le signal passe. Ce qui est puissant, c'est que tu peux gérer 16 entrées avec seulement 4 pins de sélection plus une de lecture. Et en plus de ça, ces 5 pins contrôle ne sont même pas sur les 20 pins numériques. Et ça, c'est magnifique. C'est donc comme si tu avais une télécommande numérique qui changeait de touche en temps réel, sans débrancher et rebrancher. Le petit bémol, c'est que le multiplexeur est vendu sans pin. Il faut donc souder les connecteurs. Ce sera la seule soudure du projet, à part de 3 autres multiprises maison, pour rassembler plusieurs câbles sur le même pin, que je schématisais avec cette icône. Je connecte le multiplexeur à l'Arduino, je repartis les 5 volts, le GND, et heureusement il y en a plusieurs sur la carte. Et j'envoie les câbles vers les touches et molettes. Mais faut faire gaffe à ne pas saturer la ligne.
Comme je vous expliquais tout à l'heure, si tu fous des LED partout ou que tu alimentes tes modules trop gourmands, tu peux foutre en l'air la régulation ou même cramer un port. Et c'est pour ça que je reste full passif sur ce projet. Pas de RGB, pas de folie. Juste le nécessaire pour éviter de transformer mon Arduino en bouilloire. Alors, je vais pas vous mentir, ça ressemble à un plat de spaghetti, mais ça fonctionne. Et si je vous ai tout montré par schéma jusqu'ici, c'est pour une bonne raison. En vrai, le câblage est moche. Les fils sont trop longs et on n'y comprend plus rien. Et si t'es pas électronicien, t'as peur. Mais ça marche, et c'est tout ce qui compte. Ah, et j'ai rajouté un petit debounce logiciel. Parce que quand tu appuies sur un juste mécanique, le contact oscille un petit peu avant de se stabiliser, ce qui peut provoquer plusieurs lectures parasites. Donc même si l'ACO est excellent pour éviter le bouncing, eh bien, je me suis dit que quelques millisecondes de délai en plus pour éviter les parasites serait le bienvenu. Donc une simple fonction avec un délai de 10 millisecondes bien placé et hop, plus de faux positifs. On va maintenant parler du vrai prix du prototype. Pas en euros, ça c'est facile, c'est environ 70 euros. Parce que j'ai eu quelques loupés à cause du même problème que j'ai eu pour le Portal Gun. Un jour, je vous en parlerai peut-être. Mais non, je vous parle du prix en carbone. Parce que créer un objet avec ses petites mains, c'est bien. Mais combien ça crame la planète au passage? Spoiler, j'ai fait les calculs et tu vas voir, il y a quelques surprises. Mais d'abord, attends. C'est quoi un GES? Donc un gaz à effet de serre. Et comment on le calcule? Gaz à effet de serre, donc GES pour les intimes, c'est un gaz qui retient la chaleur dans l'atmosphère. Le plus connu, le CO2, dioxyde de carbone, mais il a des potes bien plus balèzes. Méthane, protoxyde d'azote, gaz fluoré. Par exemple, 1 kg de méthane réchauffe 25 fois plus que 1 kg de CO2. Du coup, pour comparer tout ce beau monde, on ramène tout à une seule unité, le CO2 équivalent. Et pour calculer l'émission, on utilise un truc tout simple, le facteur d'émission. Donc chaque action, produire du plastique, imprimer, transporter un colis, aller aux courses, un score carbone, multiplié par la quantité utilisée et bam, t'as ton bilan. Donc par exemple, produire 1 kg de PLA, c'est environ 2,9 kg équivalent CO2 par kilo de PLA. Donc si j'en utilise 2, ça fait 5,8 kg équivalent CO2. Et la surprise, 2,9 kg sans même allumer l'imprimante. Tu vois le délire? Certains gaz sont des bulldozers climatiques. D'où l'importance de tout exprimer en équivalent CO2, histoire d'avoir une vision claire. Coucou, on te voit l'exafluorure. En plus d'avoir un nom de merde, t'es une sacrée pute. Donc on va commencer par le gros morceau. On a 750 grammes de filament de PLA pour ce projet. C'est un bioplastique, donc plus propre que l'ABS en théorie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, produire 1 kg de PLA, c'est 2,9 kg équivalent CO2. Donc là, on tape sur 2,2 kg équivalent CO2 juste pour la pièce. À titre de comparaison, de l'acier, 1 kg d'acier moyen, c'est 1,8 kg équivalent CO2. Donc puis, le PLA, c'est pas si green. Et là, petite parenthèse, c'est ce qu'on appelle mode Pareto. En gros, 80% de tes émissions viennent souvent d'un seul truc. Ici, la matière première. C'est évidemment variable selon tout ce que tu as fait sur ta pièce, mais c'est une très bonne image. Ici, on serait sur les coûts de 70%. C'est pour ça qu'on te harcèle avec le tri. Recycler, c'est réduire le plus gros poste carbone. Et ça, ce n'est pas rien. On va passer vite fait sur les autres composants électroniques, comme le fil d'étain, le câble du pont, les switches mécaniques ou encore les encodeurs rotatifs. J'ai dû demander à ChatGPT pour ces composants, parce que les fabricants communiquent zéro là-dessus. Mais en même temps, c'est tellement faible que c'est pas si énorme que ça. La logistique et le transport, j'ai considéré l'entrepôt d'Amazon qui est situé à Oni, donc l'un des plus proches de chez moi, et l'entrepôt de Bamboo Lab qui est situé en Allemagne. On serait au total au transport de 0,7 kg équivalent CO2, mais il reste quand même à noter que c'est une approximation et que malheureusement je compte que de l'entrepôt à chez moi. Mais il faut aussi noter qu'il y a aussi le transport du site de production à l'entrepôt, qui est strictement inconnu, qui doit sûrement être démentiel, mais on ne peut pas le calculer, donc je suis obligé de l'ignorer. Et l'impression dans tout ça, ma Bamboo Lab imprime pendant 48 heures environ 100 watts de consommation. Résultat, 5 kWh consommés, soit 0,2 kg équivalent CO2. Merci qui? Merci le mix électrique français qui est extrêmement bas. Car oui, en France, on a une vraie chance. Notre électricité est ultra bas en carbone, autour de 30 à 50 grammes de CO2 par kilowatt. La valeur est souvent retenue à 34 grammes, parce qu'on monte à 50 uniquement en hiver. Pourquoi c'est si bas? Parce qu'on tourne à 60-70% de nucléaire. Et même si ça fait pas rêver tout le monde, c'est un fait, le nucléaire émet très peu de CO2. Petit souvenir de stage à l'étranger, pour l'exemple pécunier. En Espagne, en plein mois de février, dans 20 mètres carrés, sans chauffage, parce qu'on est à 20 degrés à l'ombre. Juste pour l'eau chaude, le repas et un PC portable, on est sur 90 balles de facture élec. En France, j'ai un 35 mètres carrés, imprimante qui tourne, et même avec madame qui transforme l'appart en hammam parce qu'elle se les pèle, on s'en sort avec 90 € en hiver.
Parce que l'autre avantage du nucléaire, c'est aussi son faible coût. On est sur du 16 à 20 centimes dépendant de leur creuse ou de leur plaine en France, contre 20 à 40 centimes, souvent plus 30-40 que 20, en Espagne par exemple, qui n'ont pas de nucléaire et qui font importer toute leur consommation. Et pendant ce temps, l'Allemagne, qui a choisi de sortir du nucléaire, tape 30 à 40 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. C'est 10 fois plus qu'en France. Alors oui, on entend souvent. Ouais, mais le nucléaire, ça fait des déchets radioactifs. Je suis 100% d'accord, les déchets. Mais faut pas confondre les sujets. Le gros problème aujourd'hui, c'est à la fois l'inflation et le réchauffement climatique. Et sur ce point, le nucléaire est clairement l'un des moyens les moins carbonés, les moins onéreux qu'on ait. Pour comparer au niveau de l'empreinte carbone, du charbon, c'est 1000 grammes CO2 par kilowatt. Le solaire et éolien, entre 12 et 14 grammes équivalent CO2. Le nucléaire et l'hydroélectrique, c'est 6 grammes. Ça veut dire qu'on est 2 fois moins carboné qu'une éolienne. Donc non, le nucléaire n'est pas la solution. C'est clairement pas parfait. Mais c'est une très bonne solution de transition pendant qu'on cherche mieux. Et ce mieux, je commence à vous en parler assez régulièrement sur la chaîne, c'est la fusion nucléaire. Ouais, celle qui me sert d'exemple pour à peu près tout ce qui est en rapport avec le plasma. Zéro déchet radioactif et en bonus, le seul sous-produit c'est de l'hélium carré, propre, future-proof. On y est presque. Ce n'est pas parfait, mais vous voyez l'idée. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire pour alimenter le débat. Et sans les insultes évidemment. Bon, en ce qui concerne notre bilan final, tout cumulé, matière, composants, énergie et livraison, sur ce que j'ai pu calculer, on est à au moins 3,3 kg équivalent CO2. Et équivalent d'environ 16 heures d'éclairage LED ou un aller-retour Paris-Bordeaux en train. Et il faudrait à peu près un arbre pour compenser à peu près 105 pièces comme celle-ci. 3 arbres compensent environ une tonne de CO2 équivalent. Bon, j'admets que c'était pas prévu de faire la vidéo comme ça. Passer d'un stream deck à l'écologie, c'est vraiment pas banal. Pour autant, je trouve la démarche intéressante, surtout pour les makers comme moi qui fabriquent beaucoup. Et c'est clairement pas un sujet politisé. Voyez ceci comme un exercice de pensée fait par un savant peut-être un peu trop fou. En conclusion, faut-il arrêter de fabriquer? Non. Mais comprendre ce qu'on fabrique, c'est déjà le commencement à pouvoir le faire intelligemment. Faut penser à mutualiser tes impressions, mieux choisir tes fournisseurs et optimiser ta conception. Parce qu'au final, un bon maker, c'est un maker conscient. Donc voici l'Overdeck Orbit, mon premier module de streaming. Tu veux changer de scène? Tu tapes. Tu veux changer de volume? T'effleures. Et si tu veux lancer une comète, bon là t'attends un petit peu. Pendant que certains se contentent de streamer, moi je fabrique le centre de contrôle. Mais une fois que t'es mis en orbite, il faut assumer la trajectoire. Si t'es resté jusqu'au bout, essaye de faire un jeu de mots avec mise en orbite, ça peut être drôle. Et là, vous vous dites que j'abuse. Il me manque plein d'infos, je n'ai pas traité la partie logicielle. Et t'es prêt à me huer et à me traiter d'écolo et de facho. Mais je pense que t'aurais pété les plombs si j'avais tout traité d'un coup. Allez, c'est parti. Ouais, comme tu peux le voir, je sors de ma grotte. Mais j'ai fait un logiciel. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour parler à la fois du logiciel du Stream Deck et de comment je l'ai codé. Salut!